Jacques Vergès by Roland Dumas. Extrait de Politiquement incorrect, Secret d'État et autres confidences, Carnet 1984-2014, édition du Cherche-Midi. 30 et 31 décembre 2010. Jacques Vergès et moi débarquons à Abidjan pour conseiller le président ivoirien Laurent Gbagbo. Nous sommes outrés par la façon dont se sont comportés à la fois le gouvernement français et le Parti socialiste. Ouvrez les guillemets. Qu'est-ce qui autorise le gouvernement français à intervenir dans une querelle électorale en Côte d'Ivoire? Le temps de la colonisation et des juges de paix à compétences étendues est terminé, déclare Jacques Vergès, visiblement inspiré. Après une heure passée avec le président ivoirien, j'ajoute devant les caméras, Laurent Gbagbo est devenu un symbole car il représente une Afrique nouvelle, une Afrique qui ne s'incline pas. Et c'est ça qui est intolérable pour les dirigeants français. Je note avec dépit que même ceux qui l'ont soutenu le lâchent, à l'instar de Lang et Emmanueli. Moi, je n'ai rien à faire d'être dans la ligne du parti. Fin de citation. 15, 16, 17 et 18 septembre 2011. Un lion en cage. Jacques Vergès et moi repartons pour la Côte d'Ivoire, inquiets de la situation de notre client Laurent Gbagbo. L'ancien président de la République est entre guillemets retenu à 600 km au nord d'Abidjan, après les désastreuses élections présidentielles de 2010. Nous prenons un petit avion à hélice piloté par un Anglais. Le copilote est espagnol. Nous voilà rassurés, jusqu'au moment où nous avisons que la compagnie domestique est siglée Ouattara, du nom de l'homme dont nous contestons l'investiture intervenue au printemps, après des mois de combats meurtriers qui ont mis à genoux ce pays au développement prometteur. Le nord-ouest du pays est vert. Nous atterrissons au bout de 2 heures dans une savane dominée par un petit aéroport moderne. Une équipe de la télévision française est déjà là. Elle est autorisée à faire un reportage sur le prisonnier. Une Range Rover 4x4 nous embarque à fond la caisse sur la piste en latérite vers la ville de Korogo, où est retenu notre client. Le chauffeur roule vite pour éviter l'effet tôle ondulé de la route bordée de grands arbres, dont des anacardiers qui donnent les noix de cajou. Il connaît chaque bosse et chaque nid de poule, ce qui ne nous empêche pas d'être secoués comme des bouteilles d'orangina. À notre arrivée, on nous emmène dans un restaurant de campagne aux nappes et aux rideaux brodés de fleurs. La petite préfecture domine le mont Korogo, une colline pelée qui contraste avec la végétation environnante. C'est le pays sacré des éléphants. En ville, des magasins vendent des statuettes pour des touristes qui se sont fait rares depuis les événements. Le chauffeur nous conduit à notre hôtel, dont le mur d'enceinte recouvert de fresques naïves dissimule un parc luxuriant. Nous nous reposons car la route a été épuisante. Il nous faut insister pour rencontrer notre client. Nous finissons par le voir, amaigri mais souriant. Ces rares rendez-vous sont organisés dans l'ancienne résidence du préfet de la région. Une voiture nous y conduit, escortée par une cinquantaine de gardes en armes, coiffés de la casquette bleue de l'ONU. Ce sont d'impressionnants molosses, dont le commandant est lui aussi un costaud à l'air féroce. Nous bavardons avec Laurent Gbagbo sans vraiment parler de sa défense, car une foule d'oreilles indiscrètes nous écoute. Vergès et moi manifestons notre mécontentement. J'exige que la prochaine fois, nous le voyions là où il est effectivement détenu, et seul à seul. Le commandant en charge de la sécurité, de l'ancien président, nous affirme que c'est impossible. Nous plaidons qu'il contrevient aux droits élémentaires de la procédure pénale. Nous palabrons. Le molosse finit par se radoucir. Laurent Gbagbo est enfermé dans une villa qui appartient au Premier ministre Guillaume Soro, catholique originaire du Nord. Sa chambre, qui ressemble à celle d'un hôtel de passe, est composée d'un lit étroit avec une moustiquaire en baldaquin, d'une table remplie de livres, parmi lesquels il est fier de me montrer Coups et blessures. Des livres d'histoire. L'ancien professeur a une passion pour Napoléon. Il n'a pas le droit de sortir, pas même dans le parc. Il nous raconte qu'il s'astreint à 1 heure quotidienne de marche entre sa chambre et la salle à manger. Le reste du temps, je tourne en rond comme un lion en cage, nous dit celui qui se considère toujours comme le président de la Côte d'Ivoire. Le lendemain, le chef du camp militaire est d'une humeur de dogue. Il vocifère quand nous lui demandons de marcher dans le jardin avec notre client. Il accepte enfin. Le parc est à l'abandon. Gbagbo est heureux de cette initiative. En descendant les marches du perron, il trébuche et me tombe dans les bras. Je suis de plus en plus faible car je ne fais pas assez d'exercice, mais j'ai toute ma tête, me chuchote-t-il à l'oreille. Nous cheminons dans le parc parmi un enchevêtrement de feuilles mortes et de branches cassées. Il nous raconte les dernières heures passées au palais présidentiel à Abidjan. Comment des véhicules blindés ont été envoyés de France par avion cargo. Comment il a dû se réfugier dans un endroit plus discret. Bien lui en a pris, car sa chambre au palais a été la cible de tirs nourris et entièrement détruite. Sa femme Simone et lui-même seront retrouvés. Pendant 5 longues heures, les époux seront molestés et battus. Ils crurent bien que leur dernière heure était arrivée. Le soir, à l'hôtel, Vergès et moi faisons le débriefing de la journée. Nous sommes scandalisés par le rôle ignoble qu'ont joué les Français, au premier chef l'ambassadeur. En remerciement de ses bons et loyaux services, il a été élevé à la dignité d'ambassadeur de France, suprême honneur dévolu à un très petit nombre d'excellences. Il n'y a pas de quoi être fier pourtant.
C'est la France qui a organisé la prise du palais présidentiel. Ce n'est qu'au tout dernier moment, pour sauver la face, que nous avons laissé place aux troupes ivoiriennes combattant sous la bannière Ouattara. Assis sur un banc, nous avons parlé de Nicolas Sarkozy. Les militaires, mitraillettes à l'épaule, font les 100 pas, mais ils ne peuvent pas nous entendre. Je demande à Gbagbo s'il a participé au financement de sa campagne électorale. Il nous fait une réponse politique. Les yeux dans les yeux, je n'ai pas été mêlé à ce genre d'opération. À l'hôtel, Vergès et moi sommes d'accord pour trouver ces dénégations un peu molles. Gbagbo en veut beaucoup à son faux frère Blaise Compaoré, le président du Burkina. Il s'est senti lâché par celui avec qui il avait entretenu une grande proximité, malgré des rapports politiques contrastés au gré des événements. C'était Compaoré qui avait aidé Gbagbo à desserrer l'emprise du vieux lion Houphouët-Boigny et à prendre sa place. Il est critique aussi vis-à-vis du président sud-africain Jacob Zuma, qui a fini par se ranger sous la bannière des Occidentaux et jouer la carte Ouattara. Laurent Gbagbo est mieux là où il est, à La Haye, Pays-Bas, dans une cellule du tribunal pénal international. Je n'aurais pas été tranquille de le savoir en Côte d'Ivoire à la merci d'une balle perdue. Je serais amené à prendre sa défense devant le TPI. Le dossier est préparé par 2 confrères. Laurent Gbagbo compte sur moi pour faire le grand théâtre. Je serai seul. Vergès était pourtant décidé à faire un baroud d'honneur. Je suis convaincu que si Gbagbo était autorisé à revenir, il serait acclamé. Le petit peuple ivoirien est pour lui. Cette histoire est une affaire politique qui n'aura de solution que politique. Les élections ont été bidonnées, les irrégularités sans nombre. Les ambassadeurs dans tous ces pays, qui connaissent généralement bien l'Afrique, savent faire le boulot. Je me souviens de l'ambassadeur en Guinée venu m'alerter au quai. Ça va très mal pour le président guinéen, que dois-je faire? Ce que vous avez toujours fait jusqu'à présent. Nos diplomates sont encore influents et nos troupes efficaces. Nous pouvons arranger les choses, d'autant que rien n'est joué. Je sais qu'Ouattara est malade et qu'il se soigne à Paris. Son entourage est en train de tout mettre en place pour lui trouver un successeur. 16 août 2013. Le diable meurt chez Voltaire. Jacques Vergès n'a jamais rien fait comme tout le monde. Il est mort hier, chez une marquise, un soir d'Assomption, un verre de Château Talbot à la main, dans la pièce où s'était un Voltaire. Aucun romancier n'aurait osé imaginer pareille scène. Et pourtant, il a rendu l'âme et les armes en ce soir de la fête de la Vierge. Il avait quitté la veille son appartement de la rue de Vintimille, Paris 9e, car il se sentait fatigué depuis son retour de Suisse, où il était allé se soigner. Son élocution était devenue hésitante, un comble pour celui qui avait fait trembler les prétoires. Il m'avait reproché en entrant de ne pas l'avoir appelé. Je n'avais pas osé le déranger pendant sa convalescence. Il avait envie d'un carré d'agneau arrosé d'un verre de Saint-Julien, preuve de grand raffinement. Dans la cuisine, installée dans la chambre où Voltaire rendit l'âme le 30 mai 1778, Jacques a été pris d'un malaise et s'est assis, son verre à la main. Sa tête s'est affaissée. C'était fini. Les médecins du SAMU n'ont rien pu faire. Il est mort dans mes bras, me confie au téléphone la marquise de Solage. Je suis allé ce matin de bonne heure dans son appartement des Quais de Seine, restauré dans le style du XVIIIe siècle, où elle organise des concerts de clavecin. Liès, architecte de 44 ans, a veillé son père toute la nuit. Il est le fils de Jamila Bouhired, la passionnariat de la révolution algérienne pour laquelle Jacques s'était converti à l'islam. Sa sœur Meriem, qui vit à New York, arrivera dans la journée. Mon ami repose dans une petite chambre sur cour, encombrée de livres. Ses lunettes sont sur la table de nuit, où vacille une bougie. Sa canne, au sol, à côté de ses murs. Ses traits sont reposés, sa bouche à peine entr'ouverte. Je retrouve ce masque de cire aux yeux bridés qui m'avait tant frappé dans la voiture qui nous conduisait chez Kadhafi. Nous avions atterri à Tunis pour prendre l'interminable route côtière vers Tripoli. Jacques s'était assoupi dans la voiture et je regardais son sommeil doux comme la mort, en me demandant quels pouvaient bien être tous les secrets enfouis sous ce masque impassible. Il m'avait présenté à la marquise de Solage, voilà quelques mois. Les 2 tourtereaux étaient fort épris. Ils ne m'avaient pas parlé de leur projet, mais elle m'avait confié qu'ils allaient se marier à l'église. J'osais rappeler à la promise que nous avions le même âge. Ne vous y trompez pas, c'est un jeune homme. Contrairement aux apparences, il était profondément sentimental, sensible même. Il avait la larme facile. Je l'avais constaté lors de la visite d'un hôpital à Tripoli, où il pleurait au pied du lit d'un amputé. Dans le décor grand siècle de la chambre de la marquise de Solage, il a à l'évidence une allure aristocratique. Il est mort en grand seigneur. Il le disait lui-même, n'oublie jamais Roland que nous sommes des aristocrates. Sous-entendu, tous nos confrères sont des plébéiens. Il se considérait comme faisant partie de l'élite, un rien égocentrique. Comme il était bon conteur, il abusait de son talent. Je l'ai entendu 50 fois raconter la même histoire à un auditoire sous le charme. Il pouvait avoir des côtés énervants comme tous les grands hommes, comme Jacques Lacan par exemple, qui aimait faire son cinéma. Toute la journée, je suis harcelé par les journalistes. Je n'ai pas envie de leur parler. Je laisse là au cœur des pleureuses qui défilent à la télévision pour raconter tout ce qu'elles ne savent pas sur le sulfureux défunt. La plupart des intervenants étaient fâchés avec lui.
Comble d'hypocrisie du cirque médiatique. 20 août 2013. Obsèques de Jacques à saint Thomas d'Aquin. Une messe a donc été possible pour l'avocat du diable, converti à l'islam afin d'épouser une musulmane puis revenu au catholicisme par l'entremise d'une marquise. Marie-Christine de Solage, toute blanc vêtue et coiffée d'une large capeline de paille, me demande de m'asseoir au rang de la famille. Je suis touché de cet honneur. Aux côtés du curé de la paroisse officie le père Alain de la Morandais qui les avait mis en présence. Le prêtre et l'avocat s'étaient rencontrés en 1995 dans une émission du polémiste Jean Edernalier. Ils s'étaient revus et l'amitié s'était fait jour. La conversation avec ces deux hommes était un enchantement d'érudition, un exaltant voyage au cœur de l'humain, dans ses contradictions et sa complexité. Dans son homélie, le père de la Morandais parle avec son cœur. Il révèle que Vergès était fasciné par la personne du Christ, en qui il voyait l'incarnation de toutes les victimes, mais aussi le défenseur des humiliés de la terre, comme dit la Bible. J'aperçois Dieudonné qui écoute religieusement les saintes paroles. De qui la vie se joue-t-elle ? Maître Thierry Lévy, pour le bâtonnier de l'ordre, n'hésite pas à provoquer. Les ennemis de Vergès auraient aimé qu'il meure d'une mort moins naturelle. Marie-Christine de Solage exprime un émouvant témoignage d'amour envers son poète démolisseur, canardant de son verbe les braillards de la bonne conscience creuse comme une ornière. Suivi de collègues en robe noire, le cercueil est sorti sous les applaudissements de la foule et les you-you de femmes musulmanes, dont certaines viennent m'embrasser sur les marches. Des drapeaux ivoiriens flottent au vent d'été. Vergès n'avait pas que des ennemis. Mais mort, il sent encore le soufre. Pas de politique dans l'assistance, aucun communiqué de la chancellerie. Le politiquement correct continue son œuvre insidieuse. 19 janvier 2014. Entrefilé dans le Figaro. Vente des biens de Jacques Vergès pour un montant de 150 000 € qui doit couvrir à peu près la somme qu'il devait au fisc. Parti ses totems, ses masques africains et sa collection d'échiquiers disposés dans son appartement de la rue de Vintimille, où il avait son cabinet. La lettre que Jean Genet lui avait écrite au moment du procès Barbie a doublé son estimation de 2 000 €. Je veux que vous sachiez que plus que jamais je suis votre ami. C'est leur combat en faveur des peuples colonisés qui les avait rapprochés. Je ressens cette vente à l'encan comme la revanche des bien-pensants, comme une crémation. On a brûlé l'hérétique en place publique. Tout est rentré dans l'ordre. 2014, sans date. La dent dure. Nous avions un collègue au palais, une fiotte, un peu escroc sur les bords. Il rédigeait de faux jugements qu'il envoyait à ses clients et pour lesquels il se faisait payer. Il a fini par se suicider. Quand Vergès arrivait dans la salle des pas perdus au palais, il gueulait, à son adresse puis à la cantonade « Bonjour G, bonjour les hommes !» Il pouvait être très méchant. Il en voulait à Michel Alliot-Marie de nous avoir traités de vieillards quand nous étions partis assurer la défense de Gbagbo en Côte d'Ivoire. Interviewé le lendemain à la radio, il avait craché venimeux « Est-ce que je lui demande des nouvelles de sa ménopause ?» Je croise l'ancienne ministre quelques jours après. Elle me gratifie d'un sourire forcé, couronné de dents qu'elle a fort dures. Elle ne pipe pas. Vergès réservait ses mots les plus acerbes à son ennemi de toujours, Georges Kiechman, qui se répandait en ignominie sur lui. Un jour qu'un ami, sûrement bien intentionné, lui rapportait la dernière vacherie du confrère, Vergès claironna « On n'a jamais empêché un nain de pisser sur les pieds d'un géant ». C'était d'autant plus drôle que Kiechman est grand par la taille et Vergès petit. Je n'étais pas toujours solidaire de ses méchancetés, mais dans le cas de Kiechman, qui fut un temps mon secrétaire d'État, c'était bien vu. Défendre les innocents. Sur le plan politique, notre relation aura été à géométrie variable. Proche quand nous défendions les tenants de l'indépendance algérienne, éloigné quand ils tutoyaient l'extrême droite. Notre grande rupture, mot qui lui était cher, intervint au moment du procès de Klaus Barbie, à Lyon, du 11 mai au 4 juillet 1987. Il défendait l'indéfendable et moi les partis civils, notamment les enfants d'Isieux assassinés par les sbires de Barbie. Il croyait que, compte tenu de nos prises de position communes sur l'Algérie, je mollirais un peu. C'était mal me connaître. Je ne pouvais pas cracher sur la résistance ni sur la mémoire de mon père. J'étais là pour défendre des innocents. Bien qu'ayant duré 7 ou 8 heures, sa plaidoirie était artificielle. Son angle d'attaque était « Ce que vous, les Français, reprochez aux Allemands pendant la dernière guerre, vous avez fait pire en Algérie et pendant les guerres coloniales. » Pour mettre en scène sa thèse, il avait convoqué un avocat algérien et 2 Africains qui ont bredouillé des banalités. Le procès Barbie était implaidable. Selon une technique éprouvée chez lui, il a tenté de transformer la défense en attaque.